Vous écoutez Bleu Sags, le podcast officiel des Saguenayens de Chicoutimi. Ce podcast est propulsé par le 94.5 Énergie et iHeartRadio. Voici Thomas Aubin et François Gingras. Hey, bienvenue à ce 8e épisode du balado Bleu Sags. Thomas Aubin en compagnie de mon fidèle collaborateur François Gingras. Salut François. Salut Thomas. François, je m'étais ennuyé. Oui, moi aussi. Ouais, j'ai bien hâte de continuer en 2024 cette belle programmation de balado qu'on a pour vous. Puis merci à vous de vos beaux commentaires qu'on reçoit. Là. À chaque fois que j'anime au Centre Georges Vézina, il y a plein de monde qui vient me voir et me disent « Hey, écoute ça, Bleu Sags, c'est vraiment cool. » Fait que continuez et partagez la bonne nouvelle. Ça va te booster l'ego, hein? Ouais, j'aime ça. T'es convaincu? Quand quelqu'un me dit « Hey, j'aime ça, c'est vraiment mon podcast préféré », je suis comme « Ah ouais, t'écoutes pas grand podcast. » Ouais, non, c'est une blague. On fait un bon travail, ça, c'est sûr. François, aujourd'hui, on a un balado spécial parce qu'on reçoit pas de joueurs. Non, nouvelle année, nouvelle résolution. On a décidé, bon, c'est assez, les joueurs, on va aller ailleurs. On reçoit 2 entraîneurs. Et on laisse Yannick préparer le match. Et on reçoit ses adjoints aujourd'hui. Donc, Olivier Bouchard et Félix Bibeau. Salut, les gars. Salut les gars. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, ça va faire changement, Thomas, aujourd'hui. Un petit peu au niveau des questions. Tu pourras plus leur demander qu'est-ce qu'ils mangent avant le match. Je peux encore le poser pareil, là, mais ça peut-être pas la même réponse. Ouais, c'est ça. C'est peut-être moins crucial pour eux. Ouais, exact. Mais tu sais, Félix, en tout cas, peut-être qu'il y a encore le même régime d'avant-match. Non, changé complètement. On comprend ça. Ouais, il y a un peu plus de popcorn. Ah, mais du popcorn, pas de calories. C'est pas si pire. Ouais. Fait que François, est-ce que tu nous fais un petit descriptif de nos... Ben écoute, les deux, on va les laisser nous parler de leur parcours parce que les deux entraîneurs ont un parcours quand même, on va se le dire, considérablement différent. Olivier était là en premier, Félix s'est joint avec les Sags un petit peu par après. On va commencer avec Olivier. Ton parcours, toi, tu as vraiment suivi plus le chemin traditionnel pour devenir entraîneur, mais pour quelqu'un là, qui nous écoute, qui veut devenir entraîneur, pas mal un des chemins que tu as suivi. Comment ça s'est passé de ton côté? De mon côté, c'est ça, c'est un peu différent de Félix qui est un ancien joueur. J'ai joué la game aussi, mais pas à un niveau professionnel, comme on peut dire. C'est ma dernière année en tant que joueur, là, quand je jouais avec les Genois du Collège d'Allemagne au niveau collégial, que j'ai vraiment eu la piqûre au niveau du coaching, si on peut dire. J'avais une bonne relation avec mon entraîneur, Pascal Hudon, à l'époque. C'était encore lui, d'ailleurs. Puis plus l'année avançait, plus je me disais, peut-être qu'un jour, j'aimerais ça coacher. Quand j'ai terminé mon cégep, je suis rentré à l'université en enseignement en éducation physique. Fait que là, les liens se sont créés, enseignant, éducation physique, hockey, j'aimais le hockey, j'ai la passion du hockey. Donc, j'ai commencé, on peut dire c'était un sideline en même temps que j'étais à l'université d'être entraîneur au sport-études. Puis le sideline, année après année, est devenu vraiment une passion que pour moi, c'était impossible d'arrêter. Fait que j'ai fait mon parcours là, avec l'organisation des espoirs de Saint-Lac-Saint-Jean. J'ai monté les échelons, puis il y a 4 ans déjà, là, j'ai eu l'opportunité de m'amener avec les Saguenayens, puis j'étais avec eux depuis ce temps-là. Est-ce qu'il y a des écoles pour devenir entraîneur? Ça se donne-tu, ça, des cours, ou c'est vraiment plus difficile? C'est beaucoup de formation, tout dépendant dans quoi tu veux te perfectionner. C'est sûr que le cours haute performance, qui est quand même un cours reconnu que justement Félix il vient de finir ou va finir prochainement. Félicitations. Qu'il faut passer à travers ça. Mais mis à part ça, c'est des formations. C'est à toi-même de faire tes propres démarches là, pour monter. Là. Puis toi, tu as toujours été proche de l'organisation des Sags. Si je me souviens bien, tu as été famille d'accueil quand tu étais plus jeune. Tu avais des joueurs des Sags qui étaient chez vous. Ça t'a-tu motivé à devenir coach, justement? Vraiment, mais tu sais, j'étais un petit gars de Chicoutimi, born and raised, comme on dit. Là. Je suis à Chicoutimi depuis que je suis né. Donc, j'ai été un partisan des Saguenayens bien avant de coacher les Saguenayens. J'ai eu mon billet de saison dès que j'ai eu la chance de l'avoir. Mes grands-parents ont le billet de saison aux Saguenayens depuis X années. Puis, quand j'étais jeune, je m'en souviens, on habitait dans une maison, mes parents et ma soeur, un peu plus petite, on va dire, puis mes parents voulaient déménager. Puis, moi, je voulais pas perdre mes amis, puis tout. Mes parents, ils ont dit, si on déménage, on a une plus grande maison, on va pouvoir avoir des joueurs des Saguenay à la maison. Fait que j'ai dit, go, on déménage. Puis, à partir de ce moment-là, là, on a eu 18-19 joueurs là, pendant, je dirais, au-dessus de 13-14 ans là,
à la maison. Donc oui, c'est sûr que ça m'a permis d'être dans l'organisation sans vraiment l'être avant. Tu sais, t'étais jeune dans ce temps-là, fait que t'as grandi avec ces joueurs-là. Ils t'ont montré à jouer au hockey un petit peu aussi. Vraiment, vraiment, vraiment. C'était mes idoles, c'était mes frères. On a eu des Européens, on a eu des Québécois, on a eu des 16 ans, des 20 ans. On a vraiment eu toute la gamme jusqu'au temps que... Même moi, quand j'avais 16-17 ans, on avait Jérémy Grégoire qui était chez nous, qui avait mon âge. J'étais à l'école avec, dans sa classe, j'habitais avec. Donc, c'était vraiment une belle expérience. Puis ça m'a permis, je pense, de connaître l'organisation des Saguenayens là, de fond en comble avant même d'y être. Là. Devenez famille de pension. C'est ça le message. Ben, toi, tu viens d'ici. Toi, Félix, tu as adopté le Saguenay. Tu as joué avec les Saguenayens. Après ça, tu as été repêché dans la Ligue nationale. Tu as joué dans la Ligue américaine. Puis là, tout d'un coup, on arrête ça là. On lâche le hockey. Est-ce que toi aussi, tu l'avais derrière la tête un jour, je veux devenir entraîneur, au point justement d'arrêter ta carrière quand même plus jeune? Ben, c'est sûr que quand je jouais, je savais peut-être qu'un jour, ça allait peut-être être qu'est-ce que quelque chose que j'aurais aimé faire. Puis en jouant, en côtoyant les entraîneurs, je me suis rendu compte que oui, ça pourrait être un bon fit pour moi. Puis quand j'ai eu pas la chance, mais Yannick m'avait comme tendu une perche un peu quand j'ai joué avec les Sags en terminant, il m'avait dit si un jour tu veux coacher, appelle-moi. Fait que c'est ce que j'ai fait. C'est une bonne perche. Donc, j'avais pas totalement arrêté de jouer. J'étais en questionnement depuis un bon bout de temps. Puis, je savais que les Saguenayens, ils cherchaient un entraîneur adjoint. J'avais vu ça passer sur Facebook, je pense. Puis, donc, on s'est parlé. Puis, quand j'étais encore aux États-Unis à ce moment-là, puis lorsque je suis revenu au Québec, on s'est rencontrés. Puis ça, avec Népé, puis ça a vraiment pas été long, puis ça s'est conclu comme ça. Au début, ça faisait peur à mon entourage un peu, mais je pense qu'après, là, ça fait presque 2 ans là, que j'ai pris cette décision-là, puis ça va vraiment bien. Je regrette vraiment pas ma décision, puis j'ai beaucoup de... Tu sais, j'ai aucun regret vraiment, là. J'adore ce que je fais, puis... T'as adopté la région aussi. Oui, mais c'est pour ça que je serais pas retourné n'importe où non plus, honnêtement. Sans nommer de ville, mais tu sais, je veux dire, on s'entend, tu sais, c'est quand même à 2 heures de Québec, tu sais, 4h30 de chez nous. Ça se fait une journée, même un aller-retour se fait bien, là, je veux dire, c'est quand même raisonnable. Là. Donc, il y a ça, puis j'avais vraiment aimé ça ici, honnêtement. Tu sais, je m'étais fait des amis même d'ici. Donc, quand je suis revenu, tu sais, j'avais quand même des connaissances, des amis qui étaient ici. Donc, ça a été facile de s'acclimater, puis de... Tu sais, il n'y a pas juste le hockey. Là, quand on a une journée de congé, on est capable d'aller voir nos amis. Puis, tu sais, nous aussi, on a des amis et tout ça. Fait que ça a été vraiment quand même facile, l'adaptation. Ça a été quoi, justement, qui a été plus dur dans l'adaptation? Parce que là, tu es joueur de hockey, du jour au lendemain, tu deviens entraîneur. Tu n'as pas suivi le même parcours Colli. Fait que là, ça change drastiquement ton mode de vie. C'est quoi qui a été plus dur? Ben, le plus dur, c'est juste de penser comme un coach, pas comme un joueur un peu, peut-être. Là, c'est différent. C'est un changement qui est différent quand t'es coach. Quand tu joues, c'est plus toi un peu. Tu te concentres vraiment sur. Là, c'est quand t'es coach, c'est vraiment général. Bon, lui, ça va moins bien, ça va moins bien. Plus de trouver des solutions en tant qu'équipe. Tout ça. Quand tu joues, t'es un peu centré sur toi, de préparer. T'es vraiment. Puis en réalité, c'est quand on joue, on s'en rend pas compte. Mais moi, j'ai fait le changement quand même vite. Puis tu te rends compte que quand tu joues, tu as comme ta personne à te concentrer, puis c'est quand même assez facile, là, dans le sens que quand tu te mets à côté, tu te rends compte qu'il y a des problèmes, il y a des ci, il y a des ça. Donc, c'est vraiment différent, mais c'est ça qui est le fun. On n'a pas une journée qui est pareille. Il y a plein de choses qui arrivent, victoire, défaite, peu importe, ça va moins bien, ça va bien. On marque des buts, on en accorde plus, on travaille. T'sais. Donc, c'est jamais une journée pareille comme un autre. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est le fun comme entraîneur. Vraiment, ouais. Mais justement, là, ça m'amène à vous demander à tous les deux. Là, moi, je connais absolument rien au hockey à part écouter ça à la TV. Puis, je suis très bien raide, je suis un fan, mais je connais rien à la game personnellement. Puis, qu'est-ce que ça fait un coach, un co-entraîneur comme vous, entraîneur adjoint, pardon, dans la LHJMQ, un jour de match, mettons, là, parce qu'on a déjà entendu des coachs, des anciens coachs des Sags qui arrivaient pendant l'hymne national puis qui préparaient toute la game. Vous, ça ressemble à quoi? Un jour de match comme aujourd'hui, mettons? Bon, un jour de match, je me trompe pas, je pense que c'est la journée la plus relaxe dans la semaine. Parce que, on a préparé la partie depuis, là, on joue ce soir, un vendredi soir. Depuis lundi, on prépare cette partie-là. Puis aujourd'hui, les joueurs, on est allé à l'aréna le matin, finaliser quelques affaires. À soir, avant la partie, c'est sûr, il va y avoir des rencontres sur l'avantage numérique, les avantages numériques, la mise au jeu, le plan de match.
Puis après ça, c'est sûr, il a coaché la game. C'est pour ça qu'on est là. Mais je dirais la préparation du match se fait beaucoup plus du lundi, mardi, mercredi, jeudi que la journée de match. Là, en préparant, comme Félix a dit un peu, là, présentement, on ne marque pas assez de buts. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait pour marquer plus de buts? Comment qu'on le pratique? Comment qu'on l'amène? Comment qu'on le présente aux joueurs? Comment qu'on le travaille ensuite? Puis comme je dis, quand on arrive à la journée de match, c'est comme un peu la journée d'examen. On donne l'examen, on arrive là, puis on espère que ça va écouter. C'est ça. Justement, les deux, vous avez quand même une bonne relation, on voit ensemble, vous avez une belle chimie. C'est important pour vous de partager ça, puis que les joueurs dans la chambre voient que les entraîneurs adjoints, puis avec Yannick aussi, que le coaching staff est soudé ensemble? Ben oui, c'est sûr. Puis tu sais, oui, le coaching staff, on a presque le même âge, c'est sûr qu'on s'entend bien, mais tu sais, tout le monde, vraiment dans l'organisation, je pense que du premier au dernier, ils disent la même chose. Que ce soit les gestionnaire, que ce soit l'administration, la gestion, tout le monde ensemble, tout le monde a du plaisir à venir travailler à chaque jour. Puis il n'y a pas d'ego, il n'y a pas. Chacun est humble, chaque personne inclut tout le monde. C'est vraiment les décisions, ils se prennent en groupe. C'est pas là, c'est vraiment des nous. Donc ça, je pense que c'est. Veux pas, c'est sûr que ça reflète sur notre équipe. C'est dur de dresser la ligne, surtout parce que les deux, vous êtes quand même jeunes, pas si loin de l'âge des joueurs. Dresser la ligne entre être proche, partager un petit peu, mais aussi l'autorité, parce que faut quand même avoir un petit peu des deux. Ben, je pense que le hockey a beaucoup changé à travers ça aussi. Là, le temps où l'entraîneur-chef, c'était le méchant, le premier adjoint était un peu plus méchant, puis le deuxième adjoint était super gentil. Je pense que c'est vraiment différent. Un matin, comme par exemple, on était dans le vestiaire avec les gars, on prenait un café, on écoutait le Sport 30 avec eux autres. C'est plus nécessairement ça. Puis la question d'âge, je pense que les gars le savent. C'est de faire notre travail. Nous autres, on fait notre travail, ils font leur, puis on a une belle relation à travers tout ça. Puis je pense que c'est le fun, justement, d'avoir un gap d'âge qui on comprend. Félix était là il n'y a pas si longtemps. Même moi, je jouais il n'y a pas si longtemps. Donc, je pense que c'est juste le fun. Puis comme je dis, le hockey a tellement changé qu'on ait la même âge ou non, je pense pas qu'il y ait une différence. Puis vous n'avez pas la difficulté quand même. Mettons, là, il joue mal. Ce soir, il joue terriblement mal. Il faut les rincer. Là. Vous êtes capable de le faire quand même, j'imagine? Ouais, c'est ça qui est moins présent qu'avant aussi, je pense. Là. Exact. Avec les jeunes d'aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça fonctionne. Puis, c'est vraiment d'utiliser, surtout avec notre équipe, l'enseignement, répéter. Puis, il faut que les jeunes ils sentent quand même que on est conscient qu'il va y avoir des erreurs qui vont se passer. C'est surtout un peu ça notre défi constant, dans le fond, avec notre équipe. C'est de se remémorer qu'ils sont jeunes. Ouais. Qu'on est jeune, qu'on est l'équipe la plus jeune ou la deuxième équipe la plus jeune dans la ligue. C'est juste de se répéter ça. Puis des fois, c'est difficile. Puis tout le monde veut gagner, c'est normal. Mais au bout de la ligne, il faut voir plus loin que la journée d'aujourd'hui. Il faut tout le temps avoir demain. Puis c'est pour ça que c'est plus comme avant. Avant, un peu, c'était comme... j'ai l'impression que les gens comprennent mieux qu'avant les cycles du hockey junior. Avant, on voulait gagner un peu à toutes les années. Là, je pense que les gens comprennent qu'on n'a pas le choix de passer par là si on veut bâtir quelque chose de solide. T'sais. Oui, on aurait pu s'améliorer. Exemple, cette année pour être meilleur, oui, pour 4-5 victoires de plus, mais au détriment du futur, non. Donc, je pense que les gens aussi sont mieux informés puis comprennent cette situation-là. Est-ce que vous trouvez ça compliqué un peu comme... C'est quand même un beau défi d'être entraîneur dans la GMQ comparativement dans la Ligue nationale. Bon, tout le monde a atteint majoritairement la maturité physique, etc. Dans la GMQ, tu as des joueurs de 16, des joueurs de 20 ans. Est-ce que c'est peut-être ce qui est plus difficile dans le travail de devoir s'adapter avec des joueurs qui n'ont pas nécessairement atteint la même maturité? Ou moi, je trouve ça le fun parce que chacun a son objectif, si on peut dire. Puis on a des objectifs, comme là, je pense que l'objectif est clair, les s'aligner vers où est-ce qu'on s'en va. Fait que c'est le fun d'avoir une vision à long terme. OK, lui, il a 16 ans. OK, on veut l'amener là tantôt à 18, 19 ans. Fait que, on prend comme un bébé puis on l'élève. Fait que moi, je trouve ça encore plus excitant, plus fun, plus challengeant pour nous autres comme Félix a dit, oui, on aimerait ça gagner toutes les parties soir après soir, mais c'est comme un enseignant que tu fais pas la même affaire qu'un élève en maternelle qu'en 6e année au primaire, par exemple. On veut le monter à chaque année. Qu'est-ce qu'on fait en maternelle en première? Fait que je trouve que c'est un beau défi pour nous autres. Puis la paye va probablement arriver, là, on l'espère tous, dans les prochaines saisons. Ça m'amène à ma question. J'avais tellement hâte de vous demander ça. À chaque année, il y a un repêchage. J'imagine qu'avant, vous allez faire un petit peu de scouting. Vous allez voir les jeunes. Comment est-ce que vous savez que ce joueur-là va être bon dans 2-3 ans?
Ben, ça, c'est... Pour répondre, là, ben, ça, c'est plus la partie au dépisteur. T'sais, nous autres, on y va par curiosité. OK. On va donner un petit coup de pouce. On donne notre avis, mais pour être 100% honnête, là, la décision finale ne nous revient pas. Puis on est là, on assiste, on aime ça parce que comme je dis, on est curieux puis on aime ça. Mais c'est le travail des dépisteurs. Puis honnêtement, ils sont vraiment bons à le faire parce que ta question est bonne. Là. On repêche des joueurs à 15 ans pour qu'ils soient bons à 19, autrement dit. Là. Dans le national, ils repêchent à 17 pour qu'ils soient bons souvent à 24 puis à 25, donc c'est encore plus difficile. Il y a plusieurs critères niveau hockey qui sont à regarder, soit la vision du jeu, la vitesse, les mains ou peu importe. Mais c'est vraiment de faire une projection du joueur qui est dans 3-4 ans, qu'est-ce qu'il peut améliorer, son plafond, il est où? Est-ce qu'il peut améliorer ça encore? Est-ce qu'il peut améliorer ça encore? Puis on va se le dire, il y a de la chance à travers ça aussi, là, comme autant au junior majeur que dans les nationales. Si tu me permets, Tom, j'ai une question. Bon, c'est un petit peu... je vais me tasser un petit peu de sujet, mais c'est pour toi, Félix. Question sur les juges de ligne et les mises au jeu. J'ai vu l'ancien descripteur des Saguenayens, Anthony Marcotte, on va le dire, pogner les nerfs au match du Rocket parce qu'il trouvait que ça prenait beaucoup trop de temps avant qu'on dépose la rondelle en jeu. Bon, toi, tu as pris part à beaucoup de mises au jeu. Puis des fois, je te vois parler avec les juges de ligne. Je sais pas si c'est en lien avec les mises au jeu ou autre, mais pourquoi ça prend des fois toujours autant de temps? Et est-ce que c'est quoi les consignes sont pas claires pour les joueurs? Moi, je trouve que certains soirs, justement, c'est comme un peu chaque mise en jeu, c'est juste on met la rondelle parce qu'il faut la mettre. Puis, on s'entend qu'un joueur de centre, les meilleurs, on appelle ça, c'est les meilleurs tricheurs, entre guillemets. C'est de l'anticipation, c'est de maximiser qu'est-ce que le jeu de ligne va te donner. Mais justement, je pense qu'au niveau professionnel, puis honnêtement, j'ai pas regardé énormément de matchs du Rocket cette année, mais je pense que les gars, je veux pas quand t'es dans le pro, il y en a qui c'est leur pain et leur beurre. Il y en a qui, avec ça, ils signent des contrats chaque année. Puis, fait en voyant ça de cette façon-là, je pense que les gens ils peuvent dire ouais, c'est sûr que ce gars-là, je me rappelle à Montréal, là, il y en a moins à travers les années, mais on a eu des Manny Malhotra, il y en a eu plein, là, Torrey Mitchell, qui eux signaient des contrats 1 an, 1 million par année. 1 million par année pour gagner des mises en jeu, tu veux quand même que le combat se fasse de manière égale, donc je trouve que certains soirs, nous, des fois, c'est juste on met la rondelle parce qu'il faut la mettre, mais en réalité, ça prépare pas nos jeunes aux professionnels. Un peu, moi, quand je suis arrivé au professionnel, je me suis rendu compte que les juges de ligne étaient beaucoup plus sévères. Dans le junior, parfois, je trouve qu'on les juges de ligne, on laisse aller beaucoup. Il y a énormément de trichage, puis tout ça, trichage, entre guillemets, là, dans les mises en jeu. Quand on arrive professionnel, ça niaise pas, justement, ça change les centres souvent. Puis oui, c'est sûr que ça prend plus de temps. Puis peut-être que le spectacle en est un peu, la game est plus longue un petit peu, mais au bout de la ligne, c'est comme ça dans la Ligue nationale, mais c'est sûr que les autres ligues en dessous s'adaptent. Puis tu regardes un match du Canadien, puis c'est quand même strict, les règles. C'est difficile pour vous aussi, parce qu'on dirait qu'il y a des soirs que, oui, justement, c'est très sévère. Là, on se gêne pas de changer le joueur de centre, puis il y a des soirs où on laisse passer tout ce qu'il y a. Donc, c'est dur pour les centres. C'est comme un peu les punitions. Des soirs, ça va être plus permissif. C'est correct aussi, mais moi souvent, je trouve, comme je répète, il faut préparer l'objectif, c'est que les joueurs ils jouent professionnels, que ce soit dans la Ligue nationale ou dans la Ligue américaine, puis quand ils vont arriver, ils vont frapper un mur si on n'est pas un peu plus strict, selon moi. J'ai une question au niveau transaction. Je sais que c'est plus Yannick qui s'occupe de ça, mais mettons, là, moi, quand je veux faire une transaction dans mon pool d'hockey, mettons que je vais échanger Pacioretty comme McDavid, je vais voir mon chum, puis là, je m'assois avec, j'y paye un cigare, j'y paye un verre. Puis, j'essaie de l'amadouer pas mal. Dans la LHJMQ, là, mettons que vous voulez aller chercher un gros joueur, là. Comment est-ce que ça se passe, une transaction? Ouais, comme tu l'as dit, c'est vraiment Yannick qui fait ça, mais c'est, selon moi, j'ai pas peur de le dire, le meilleur directeur général dans toute la Ligue, là. Puis il est vraiment excellent à ça. Puis comment ça marche, je pense que c'est différent. Il y a des liens qui se créent avec des directeurs généraux. Il y a des gars qui sont plus proches l'un de l'autre, mais souvent, ça part avec un simple message texte. T'es-tu intéressé à laisser partir lui ou t'es-tu intéressé à ce joueur-là? Puis après ça, de fil en aiguille, là, un appel, un autre appel. On parle à lui. Puis c'est vraiment un long travail souvent. Pour en venir à un échange. Le monde, il pense que c'est pas long, c'est souvent des semaines. Ah ouais? Souvent. Il y a des échanges qui se font un peu vite des fois, là, mais il y a des échanges souvent que c'est dans l'air depuis un petit bout, puis les deux clans analysent la possibilité de, puis c'est projection, puis tout ça.
Puis il y en a beaucoup qui se font pas aussi. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup de t'en penses quoi, puis là, ça monte des échanges de tous les côtés pour finalement que les joueurs ne bougent pas. Ouais, dommage. Mais petite dernière question de mon côté. C'est cette semaine ou la semaine dernière, en tout cas, que le règlement a changé au niveau de l'habillement derrière le banc. Vous n'êtes plus obligé de porter de cravate. Ça, c'est-tu quelque chose qui vous rend heureux? Est-ce que vous en portiez y avait-tu des moyens de tricher? Ben, moi, personnellement, on en portait parce que c'était obligatoire. Le règlement, moi, c'est pas un règlement qui m'importe beaucoup. Honnêtement, jamais pareil par tradition, par principe, on va dire. Là. Yannick n'en met plus. Lui, il a décidé de ne plus en mettre. Je pense qu'il y a 2 entraîneurs. Je pense que c'est 2 qui ont sorti cette semaine là, qui en mettaient plus. C'est vraiment juste un choix. Là. C'est pas rien de précis, je pense. Fait que tu continues à porter ta cravate, Oli. Oui, par tradition. Toi, Félix? Mais honnêtement, jamais aussi par tradition, mais il fait froid, là. Sérieux. À Chicoutimi, c'est une des places qui fait le plus chaud, honnêtement, mais il y a beaucoup d'arénas. Moi, en dessous de ma chemise, souvent, je mets un col roulé comme une combine, puis je mets ma cravate, puis il veut pas la cravate, ça te garde aux choses. Le coup, honnêtement, pas rien, là. Surtout sur la route Bécomo. Je pense que Félix et Yannick sont 2 des 5 entraîneurs les plus frileux dans la ligue. Là, on est rasé, on se met des choses chaudes dans nos poches. Les autres, ils ont peur de ça. Là. Yannick va peut-être revenir en arrière. Là, mais on n'a pas vraiment encore été sur la route depuis. Mais je suis curieux de voir sur la route qu'est-ce qu'il va faire. Je pense qu'au moins, il va attacher son dernier bouton, je pense. François, c'est sûr que je vais te poser la question dans les prochaines semaines. Fait que tu vérifieras ça. Parfait. Là, n'importe qui des deux peut répondre ou allez-y à tour de rôle. Si demain matin, vous avez l'opportunité de coacher une équipe de la Ligue nationale, on vous donne le choix. Là, vous prenez les clés de n'importe quelle formation. Quelle équipe vous prenez? Pourquoi? Je peux sortir 2 choix. Écoute, oui, 2 choix. On peut prendre une équipe en reconstruction puis une équipe en haut de classement. Je vais dire, la réponse facile, je pense, c'est le Canadien de Montréal. On le sait, ce que représente le Canadien de Montréal pour tous les Québécois. Je pense que c'est spécial. On regarde les parties de. Je pense qu'il y a l'histoire, tout le monde la connaît. Puis le speech, tout le monde le fait à chaque fois qu'il y a un joueur ou un entraîneur arrive là, fait qu'on le connaît. Puis sinon, je dirais avec une formation, là, peut-être plus la Floride ou je suis un joueur de golf. J'aime le golf, donc une formation, la Floride, Los Angeles, peut-être une formation même là, pour être capable de combiner mes 2 passions. Là. Y a-t-il un joueur là, que vous ne voudriez pas, mais pas du tout, coacher, qui a l'air vraiment compliqué ou dans la Ligue nationale, il n'a pas l'air trop d'écouter les consignes, il a l'air plus difficile que. Tu un joueur. Mon Dieu, c'est dur à dire comme ça. Là. Ne pas coacher, il y en a plus que je voudrais coacher. C'est ça. Qui tu veux coacher? C'est bon, ça? Je veux dire, mettons Nathan McKinnon, à chaque fois que je le vois, le coach, là, il doit pas trop souvent dire quoi faire. Non, c'est assez facile. Il regarde. Dans la Ligue nationale, c'est un autre game, là, mais c'est fou, les gars, qu'est-ce qu'ils font. À cette heure, c'est impressionnant. Là. Chaque matin, quand je regarde les Sport 30, justement, ou peu importe, là, c'est... Mais t'as pas répondu à la question, toi, Félix. C'est quelle équipe que tu aimerais coacher, toi? Je pensais pendant qu'Oli répondait, mais moi, j'aimerais ça coacher une équipe style Buffalo. Ils ont tellement de bons joueurs, je trouve, puis on dirait que ça lève jamais. Tu sais, ils sont dus, puis ils ont plein de joueurs. On dirait que tous les joueurs sont repêchés au Buffalo. Une équipe comme ça, tu sais, un challenge comme ça avec des jeunes du talent, tu sais, je pense qu'ils sont pas loin de partir puis de décoller pour une couple d'années, tu sais. C'est même un peu le Canadien. Les Canadiens sont pas aussi près, selon moi, que Buffalo. Là, mais une équipe comme ça, tu sais, qui aspire avec plein de jeunes, c'est le fun dans ce temps-là. Il y a de la compétition à l'interne, il y a des bons joueurs, tu sais. Fait que ça, à ce temps-là, c'est tout le temps des équipes qui sont le fun à coacher. Un peu comme nous, on est jeunes, on est jeunes, on est pas loin. C'est le fun, des équipes comme ça. C'est motivant parce que tu sais qu'il va y avoir une progression. On a effleuré le sujet un petit peu. C'est quoi un joueur qui est facile à coacher? Un joueur facile à coacher, premièrement, il y a les oreilles grandes ouvertes. Puis, un joueur facile à coacher, tu vas lui expliquer une situation, montrer un. Puis souvent, ça va être mis en application la fois d'après. Peut-être pas immédiatement, mais on va voir un progrès dans, peu importe, on va dire la protection de rondelles. Bon, ben, quelque chose à travailler, on en parle, on le pratique, on le voit dans le match, mais ça, c'est comme notre paye à nous autres. Quand on voit que les choses qu'on a travaillées cette semaine, ben, si on arrive ce soir et on envoie, ben, souvent, sur le banc, là, on est content. Ça, c'est être coachable, c'est accepter son rôle aussi dans l'équipe. Parfois, ça fait pas ton plaisir personnel. Comme j'ai dit, mettre ton ego un peu de côté, puis quand ton tour vient, ben, tu sais l'occasion. Puis à l'inverse, c'est quoi un joueur qui tu sais, mettons un comportement qui te fait pogner les nerfs sur le banc, tu fais comme...
Ouais, je vais dire l'inverse. C'est facile. Je vais dire l'inverse que ce que Bill vient de dire. Quelqu'un par exemple, on va montrer l'iPad, une séquence, fait attention à telle situation, puis la présence d'après ou l'autre d'après, on revoit la même affaire. Donc, quelqu'un qui fait les mêmes erreurs, ça peut être frustrant pour un entraîneur. Sinon, quelqu'un qui, comme Félix dit, d'être un bon coéquipier, quelqu'un qui nécessairement n'accepte pas son rôle sur le banc ou dans le vestiaire, ça peut être un peu plus tannant. As-tu d'autres questions, toi, François? Non, je pense qu'on peut passer à nos segments. Allons-y. J'avais bien hâte de vous entendre là-dessus. On a 2 petits jeux pour vous, ça ou ça. Vous connaissez ça? Okay. Ça ou ça. Ça ou ça. Non, exactement. Olivier, ça va être facile pour toi. Ma première, c'est golf ou ski? Snow? Golf. Ouais, ça, c'est certain. Ouais. Félix, toi? Golf aussi. Ah ouais? Ouais. Gros joueur de golf? Oui, cet été, j'étais même dans mon club de golf Chicoutimi. Oh! Rien de moins. Un match, là, qu'est-ce qui, pour vous, est le plus agréable? Un match à haut pointage ou un match serré, là, qui n'a presque pas d'occasion, puis ça se termine 1-0? Pour ma part, je vais aller avec un match à haut pointage, un bon spectacle. Je sais que Félix répondra probablement pas ça. On est peut-être différents là-dessus. Je sais que peut-être en séries éliminatoires, c'est différent, là, mais c'est un bon match comme quand on a battu Drummondville ici au mois de décembre, 5-4 en prolongation. 5-4, 3 lancers de punition, 9 buts. Je pense que c'est un bon spectacle. Ben, pour le spectacle, c'est évident que c'est mieux 5-4. Mais pour le coach? Ben, pour le coach, moi ma vision des choses, c'est qu'au bout de la ligne, justement, les séries avancent, tout ça. Oui, toutes les équipes ont des bonnes attaques. Pour regarder le travail les années, souvent, là, le top 4 dans la ligue, c'est dominant offensivement. Donc, pour moi, ce qui fait la différence, c'est la défensive au bout de la ligne, mais c'est un juste équilibre. On s'entend que c'est vrai qu'on peut pas tout le temps gagner 1-0, puis c'est normal, mais je pense qu'au bout de la ligne, ça fait si c'est un peu mis de côté, je pense que ça peut rattraper une très, très, très bonne équipe. Vous avez le choix entre coacher un joueur de talent ou un travaillant? Moi, je vais te répondre. Peut-être qu'au début, le joueur, la réponse facile, le joueur de talent est probablement plus facile à amener à faire des affaires qu'on veut. Mais le joueur travaillant, je pense que la progression est peut-être plus... le toit est peut-être plus haut, si on peut dire. Là, on peut l'amener peut-être plus loin, on peut l'amener à faire plus d'affaires dans ce... Que le joueur de talent. Exactement. Réponse un peu compliquée, mais un peu simple en même temps. Moi, je vais y aller talent. Quand tu as une culture, quand tu as ton organisation à apprendre le travail, tout ça, je pense qu'on est capable d'amener des bons joueurs de talent à travailler aussi. Assistant coach dans la Ligue nationale ou au sommet de votre carrière, entraîneur-chef dans Ligue américaine ou LHMQ, ce serait quoi le summum pour vous? C'est une très, très bonne question, mais je pense que j'ai pas le choix d'y aller avec l'entraîneur adjoint dans la Ligue nationale. Je pense que le rêve de tout le monde, c'est de se rendre là. Peu importe le poste, je te dirais, là, qui serait offert dans la Ligue nationale, je pense que c'est le rêve de tout le monde, puis pas le choix d'y aller avec ça. Même réponse, Ligue nationale, c'est sûr. Question très sérieuse. Blonde ou rousse? La bière. La bière? Moi, c'est blonde. Blonde pour la bière, pour les filles aussi. Ah ouais? C'est bon. T'en restais-tu un très sérieux aussi? Non, j'avais marqué au début Rouyn-Noranda, là, mais on va changer. Un voyage au Cap-Breton ou à Val-d'Or, c'est quoi votre destination? Moi, l'Abitibi, c'est sûr. Là, quand on va à Val-d'Or, on va à Rouyn, puis j'ai vécu pendant 3 ans là-bas, donc c'est sûr que moi, je choisis. Pas de choix. Ouais. Je vais aller avec le Cap-Breton. J'aime beaucoup les Maritimes. Ça fait 3 ans que je suis ici et qu'on y va. C'est une belle place, c'est une belle atmosphère. Puis Cap-Breton / ça veut dire qu'on va à Halifax après, qu'on va à Moncton. Donc, je vais prendre le Cap-Breton pour les alentours. OK. Notre prochain, c'est qui est le plus... donc, on vous demande une question, puis vous dites, entre vous deux, c'est lequel qui est le plus apte... vous allez comprendre. Là. Mettons, qui est le plus strict entre vous deux? Moi, mouillez-vous, comment? Je sais pas. Moi, je vais dire Félix. Ouais, je pense. Ah ouais? Ouais. OK. Qui est le plus drôle? Moi. Moi aussi. OK. Les deux prennent le titre. Ouais. Qui est le plus structuré? Félix. Oui. Aucune hésitation, j'aime ça. Qui est le plus baveux? Moi. Qui pogne les nerfs le plus vite? Moi. Pas ouais, mais on n'est pas loin. Ouais, c'est ça. Ouais. Une petite avance, j'ai une petite avance. Une petite avance, par exemple. Qui est le meilleur en cuisine? Moi. Non, ouais. non, pas moi. Ouais. Ali, moi j'ai... Ma mère. Vous n'avez pas de spécialité?
de chef? Non, pas vraiment. Barbecue. Ouais, c'est ça. Barbecue, air fryer. Puis... Ouais, je vous suis, c'est correct. Qui est toujours en retard? Ben, le plus en retard, mettons. Ben, moi j'arrive tout le temps. Félix, c'est vraiment d'avance. Là. On n'arrive jamais en retard, ni un ni l'autre, mais je pense que. Je vais dire, c'est moi qui arrive le plus serré entre les deux, mais jamais. Ouais, on n'est jamais en retard. J'ai été retard à l'école souvent, mais jamais au hockey. C'est bon, ça. Qui dépense le plus son argent dans des niaiseries? Moi. Oli, ouais. C'est quoi ta dernière niaiserie achetée? Le Lululemon. Ouais, du linge. Ouais, du linge, j'aime bien ça. Ouais. Ah, très cool. Ben, je pense que c'est ce qui va conclure notre podcast aujourd'hui, notre 8e épisode du Balado. Merci beaucoup, les gars, d'être venus avec nous autres aujourd'hui. As-tu quelque chose à rajouter pour terminer, ça a François? été vraiment agréable. Puis on vous souhaite une bonne fin de saison bon match ce soir. avec les Sags. Yes. Bonne suite et bonne séries éliminatoires pour ce qui s'en vient. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de ce 8e épisode de notre balado Bleu Sags. Le prochain, notre 9e, sera diffusé le 30 janvier prochain. Manquez pas ça, mettez ça à vos agendas. Disponible bien entendu sur Spotify, iHeartRadio, YouTube et Apple Podcast. Et là-dessus, je vous dis... Bonne fin de journée. C'est comment que j'ai fini la dernière fois? Je sais pas. Ouais. Et là-dessus, je vous dis bon match! non, là-dessus, je vous dis go, Sags, go! Ah, c'est bon, ça. Je vais arranger ça comme ça.